Technologie et environnement en ligne, quelques pratiques. Voici le sujet auquel s'intéresse ici notre prochain invité. Nous verrons pourquoi il est important de convenir de normes et de standards. Nous verrons aussi quelles sont les lignes de force des nouveaux environnements d'apprentissage. Nous nous intéresserons aux principaux usages qui, au-delà des plateformes, offrent à l'étudiant des choix plus variés qu'avant. Mais attention, nous verrons aussi que ce qui est nouveau n'est pas nécessairement meilleur pour l'apprenant, même si ce qui est nouveau plaît. Ne faut-il pas se souvenir que ce qui importe, c'est le véritable dialogue pédagogique? On recense présentement dans le monde, surtout en Europe et aux États-Unis, de 4 à 500 plateformes d'enseignement en ligne différentes, 400 à 500 environnements d'enseignement en ligne. En fait, 400 plateformes, ça vous donne une explosion, je pense que le mot n'est pas exagéré, une explosion du nombre de cours et de programmes qui sont offerts en ligne, surtout au niveau universitaire et surtout dans les pays avancés, dans les pays dont les économies sont les plus avancées et les plus prospères. L'explosion des cours et des programmes, ça entraîne une explosion, bien sûr, des contenus, de la matière qui a été numérisée à des fins d'enseignement en ligne. Et pour s'y retrouver, on propose de plus en plus la création de répertoires ou de banques d'objets d'apprentissage. Cette idée de créer des banques ou des répertoires ou des dépôts d'objets d'apprentissage à des fins d'enseignement en ligne a ramené nos collègues technologues de l'éducation à deux vieux problèmes que connaissent très bien les bibliothécaires d'une part, les informaticiens de l'autre. D'une part, il faut bien sûr savoir comment indexer et classer tous ces objets d'apprentissage, ce qui nous ramène à un vieux problème bien connu des bibliothécaires, comment classer les livres dans une bibliothèque pour pouvoir les retrouver. Alors, la réponse historique des bibliothécaires était d'indexer grâce à des mots vedettes, à des mots matières, qui permettent de retrouver son chemin dans une bibliothèque. Et l'autre problème classique, cette fois-ci qui est un problème d'informaticien, c'est de convenir de normes et de standards qui permettent de ce qu'on a appelé l'interopérabilité de tous ces objets pédagogiques. Alors, il ne vous sert à rien de retrouver un livre sur le sujet qui vous intéresse s'il est écrit en swahili, par exemple, et que vous ne maîtrisez pas cette langue. Alors, il faut non seulement retrouver des objets pédagogiques, mais il faut que ces objets soient compatibles entre eux si vous voulez pouvoir les réutiliser dans un contexte différent, dans un autre cours, par exemple. Nous en avons pour quelques années sans doute avant que les informaticiens, que les bibliothécaires, que nos collègues, les technopédagogues et les ingénieurs de ces plateformes d'enseignement fassent ce ménage. Il faut aussi comprendre que le ménage va être fait par les lois du marché. 400, 500 plateformes concurrentes, ça ne peut pas coexister indéfiniment. Il va y avoir ce qu'on appelle en bon français un shakedown, comme il y en a eu un à l'époque où la micro-informatique est apparue. Il y avait toutes sortes de standards différents. Alors les choses se sont peu à peu réorganisées et standardisées, c'est le cas de le dire. Le ménage va se faire sans doute surtout en Europe et en Amérique du Nord. Quand on considère toutes ces plateformes, on constate cependant qu'elles se ressemblent toutes, au moins par l'usage que nous en faisons. Et on peut distinguer trois usages principaux. Le premier, c'est que ces plateformes permettent de communiquer à l'étudiant la matière. Alors qu'il s'agisse de textes, qu'il s'agisse de séquences vidéo, on peut utiliser bien sûr les environnements en ligne pour mettre cette information à la disposition de l'étudiant. Le deuxième usage, c'est bien sûr de permettre la communication interpersonnelle entre l'étudiant, son professeur ou son tuteur, entre les étudiants, entre eux.
à travers le courriel, le chat, les forums. Alors, il y a des forums sur toutes sortes de sujets. Bien sûr, les éducateurs n'ont pas tardé à utiliser cette forme nouvelle de communication pour créer des forums sur les objets d'apprentissage, sur les sujets et les matières de leurs cours et de leurs programmes. Le troisième et dernier usage auquel on contribue ces environnements en ligne, et là c'est là que les choses deviennent beaucoup plus intéressantes pour l'étudiant, c'est de lui permettre un véritable dialogue avec la machine, mais en fait avec la matière du cours. Alors les environnements les plus stimulants présentement sont des environnements qui permettent cette interactivité, ce dialogue de l'étudiant avec la matière elle-même du cours. Un environnement en ligne peut vous donner un répétiteur inlassable pour un cours de langue, par exemple. Il peut vous donner un système qui va corriger sans jamais s'impatienter toutes vos erreurs. Vous voyez exactement là où vous vous êtes trompé. On vous indique vos faiblesses, vos lacunes, et on vous indique aussi comment les corriger. C'est la beauté des environnements en ligne. Trois usages qui tendent à s'imposer dans deux contextes bien différents. Celui de la formation à distance pure, et les choses sont assez évidentes. On voit rapidement tout le parti que l'enseignement à distance peut tirer d'environnement en ligne, mais on constate que les environnements en ligne, l'enseignement en ligne, tend à s'intégrer aussi à l'enseignement plus traditionnel dans les universités, où les professeurs qui avaient l'habitude de donner leurs cours en 15 semaines, dans les 15 semaines d'un trimestre, à raison de 3 heures semaine, intègrent de plus en plus l'enseignement en ligne à leurs cours, et ça, bien sûr, ça modifie le modèle même de leurs cours et l'utilisation qu'ils font du temps, de leur propre temps et du temps de leurs étudiants, et du temps qui autrefois était consacré à des rencontres de groupe en classe. Je pense qu'il faut faire aussi, quand on parle de plateformes d'enseignement et d'environnement d'enseignement en ligne, je pense qu'il faut faire une mise en garde. Nous vivons dans une société du changement où on croit assez facilement que ce qui est nouveau est forcément meilleur. La nouveauté, bien sûr, plaît. Et on constate dans le domaine de l'éducation certaines manifestations de la même naïveté à l'égard des nouvelles technologies. Les environnements en ligne permettent bien sûr des choses que ne permettaient pas les technologies à notre disposition jusqu'à maintenant, mais les technologies d'enseignement en ligne ne sont pas nécessairement, je pense qu'il faut se le dire, toujours les meilleures technologies. Qui dit enseignement à distance dit utilisation de technologies. Dans le choix qu'il faut faire de technologie, aujourd'hui comme autrefois, il faut toujours se demander ce que nous voulons enseigner, à qui nous voulons l'enseigner, et bien sûr, et parfois malheureusement, de combien d'argent nous disposons. Sous ce rapport, la situation des gens qui doivent faire des choix technologiques en enseignement à distance n'a pas varié avec l'avènement des environnements en ligne et des technologies d'apprentissage.